La nuit semblait s'être refermée sur elle comme un piège. Dans l'appartement silencieux, Erika avait compté les secondes en retenant sa respiration, le regard rivé au moindre frémissement de la porte. Chaque bruit résonnait trop fort, chaque ombre prenait la forme d'une menace. Elle n'était plus une invitée, ni même une ex contente de convaincre, elle était une prisonnière. Et Mathieu, avec son calme glaçant, contrôlait chaque détail, chaque pas, chaque souffle qu'elle prenait. À ce moment-là, il lui parlait encore de retrouvailles, de souvenirs qu'il disait partager avec elle, comme s'il avait vécu la même histoire. Dans sa voix, il y avait cette douceur forcée, presque tendre, qui masquait une possessivité dévorante. Il répétait qu'il avait pensé à elle chaque jour, que rien n'avait jamais compté autant que ce lien qu'il se racontait à lui-même. Pour Erika, ces mots n'étaient plus que des chaînes. Elle sentait le danger, diffus mais constant, s'installer dans sa poitrine. Pendant ce temps, Mathieu préparait tout avec une minutie inquiétante. Il évoquait l'Espagne, puis le Maroc, des pays comme des promesses d'évasion, mais pour elle ces destinations n'avaient rien de rêve. Elles sonnaient comme des points de non-retour. Il parlait de fuite, d'une vie à deux loin de tous, comme si la liberté consistait à disparaître du monde. Dans ces phrases, Erika percevait une logique implacable. S'il ne pouvait pas l'avoir ici, il l'emporterait ailleurs. Lorsqu'il lui tendit le verre d'eau avec le médicament, le temps sembla ralentir. Elle comprit immédiatement que ce cachet n'était pas anodin. Son cœur se mit à battre plus vite, mais elle garda le visage impassible. Elle hocha la tête, feignit la fatigue, laissa croire qu'elle acceptait. À l'intérieur, une seule idée s'imposait, survivre. Chaque geste devait être calculé, chaque réaction contrôlée. Elle porta le verre à ses lèvres, avala lentement, sachant déjà qu'elle ne laisserait rien descendre. Dans le même temps, à des kilomètres de là, la vie continuait presque normalement. L'Ospoon vibrait encore des conversations habituelles, des rires, des regards échangés au comptoir. Personne ne se doutait que, dans un appartement ordinaire, un drame était en train de se jouer. Cette normalité rendait la situation d'Erika encore plus irréelle. Le monde tournait pendant qu'elle se battait pour rester consciente, pour rester libre. Lorsque Mathieu s'éloigna enfin, convaincue qu'elle allait sombrer dans le sommeil, Erika sentit une vague de panique la traverser. Elle attendit, immobile, écoutant ses pas, guettant le silence qui suivit. Puis elle cracha discrètement le médicament, le cœur au bord des lèvres. Chaque seconde comptait. Elle savait qu'il suffisait d'une erreur pour que tout s'effondre. C'est alors qu'elle se mit à fouiller le sac de Mathieu, ses doigts tremblants glissant entre les objets. Elle cherchait la clé, ce petit morceau de métal qui représentait sa seule chance. Ses mains semblaient lourdes, comme si la peur tentait de la ralentir. Quand enfin elle sentit la clé sous ses doigts, un frisson la parcourut. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'en était l'espoir. À cet instant-là, elle n'était plus qu'un instinct. Elle se leva sans bruit, ouvrit la porte, retint son souffle à chaque pas. Le couloir lui parut interminable, et l'air plus froid qu'elle ne l'imaginait. Elle n'osa pas regarder en arrière. Elle savait que si elle croisait son regard, si Mathieu se réveillait, tout serait fini. Dehors, la nuit l'accueillit avec une violence presque libératrice. Erika courait sans réfléchir, laissant derrière elle la peur, la colère, les souvenirs. Ses jambes la portaient mécaniquement, guidée par une seule certitude, mettre de la distance entre elle et cet appartement. L'Ospoon apparut comme un refuge, une lumière dans l'obscurité. Lorsqu'elle franchit la porte, épuisée, les émotions la submergèrent enfin. Elle s'effondra presque dans les bras d'Audrey, incapable de parler immédiatement. Les mots se bousculaient, mais aucun ne sortait. Tout son corps tremblait, comme si la réalité rattrapait enfin ce qu'elle venait de vivre. Audrey comprit sans poser de questions, quelque chose de grave venait de se produire. Elle appela Bar, la voix encore marquée par l'urgence, pour lui dire qu'Erika était là, qu'elle avait réussi à s'échapper. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère était déjà tendue. Sarah annonçait à Bar, Marceau et Basile que la police avait reconstitué l'itinéraire d'Erika jusqu'au centre-ville. Son téléphone avait cessé d'émettre à 18h30, un détail qui inquiétait autant qu'il intriguait. Sarah insistait, Erika avait volontairement semé le policier qui la suivait. Tout semblait indiquer qu'elle cherchait à disparaître, mais pour quelle raison? Dans le même temps, Karim avançait sur une autre piste. Roxane venait de mettre la main sur un message compromettant, une menace envoyée par Mathieu à Marceau. L'adresse d'un rendez-vous apparaissait clairement. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait floue. Karim lança immédiatement une enquête de voisinage, convaincu que la vérité se cachait dans les détails. C'est alors qu'une information fit basculer l'équilibre fragile de l'enquête. Le téléphone d'Erika venait de borner à nouveau. Pas n'importe où, au commissariat. Quelqu'un l'avait ramené. Cette simple donnée changeait tout. Erika n'était plus seulement une disparue, elle devenait le centre d'une affaire bien plus sombre.
À ce moment-là, Karim et Sarah se rendirent à l'appartement de Mathieu. L'endroit était étrangement calme, presque trop. En franchissant la porte, ils sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence pesait lourd, oppressant. Puis ils le virent. Mathieu gisait là, immobile, le corps marqué de coups de couteau. L'arme du crime reposait à proximité, comme abandonnée à la hâte. Le temps sembla se figer. Les questions affluaient déjà, mais aucune réponse ne s'imposait. La scène parlait d'elle-même, brutale et définitive. Un homme était mort, et toutes les routes semblaient mener à Erika. Avait-elle agi pour survivre, ou quelqu'un d'autre était-il intervenu dans l'ombre? À cet instant précis, l'enquête prenait une dimension irréversible. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une fuite, mais celle d'un meurtre qui allait bouleverser bien plus de vies qu'on ne pouvait encore l'imaginer. Le commissariat s'emplissait d'une agitation contenue, faite de regards rapides et de phrases murmurées à la hâte. L'arrivée d'Erika avait bouleversé l'équilibre fragile de l'enquête, comme une pierre jetée dans une eau trop calme. Karim observait la scène avec une attention presque douloureuse. Chaque détail comptait désormais, chaque minute risquait de faire basculer la vérité d'un côté ou de l'autre. Il savait déjà que cette affaire ne serait pas une simple procédure de plus. Erika, elle, semblait ailleurs. Assise face au policier, le regard fixe, elle peinait à reprendre pied dans une réalité qui lui échappait encore. Son corps était là, mais son esprit semblait coincé dans cet appartement, dans cette chambre verrouillée, dans ces secondes interminables où elle avait cru ne jamais s'en sortir. Les mots tardaient à venir, comme si parler revenait à revivre l'enfermement. Sarah l'observait avec douceur, consciente que la moindre question pouvait raviver une peur encore brûlante. Pendant ce temps, Karim tentait de démêler le fil des événements. Les horaires, les déplacements, les messages retrouvés par Roxane, tout s'imbriquait sans jamais offrir de certitude absolue. Le fait que l'arme du crime ait été retrouvée sur place rendait la situation encore plus complexe. Rien n'avait été dissimulé, comme si le meurtrier avait agi dans l'urgence, ou n'avait pas cherché à effacer ses traces. Cette absence de calcul troublait Karim, habitué à lire entre les lignes d'actes prémédités. À cet instant-là, Erika finit par parler. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient précis, presque mécaniques. Elle racontait l'enfermement, la peur constante, les promesses empoisonnées de Mathieu. Elle décrivait la façon dont il avait tenté de la convaincre que tout cela était une preuve d'amour, qu'il ne faisait que protéger ce qu'ils avaient autrefois partagé. À mesure qu'elle parlait, la pièce semblait se refermer sur elle, comme si le passé se matérialisait autour de la table d'interrogatoire. Sarah prenait des notes, attentive à la moindre nuance. Elle sentait que la frontière entre victime et suspecte était dangereusement mince. Tout, dans le récit d'Erika, plaidait pour la survie. Pourtant, la réalité du corps sans vie de Mathieu s'imposait comme une ombre au-dessus de leur tête. Sarah savait que l'opinion publique, tout comme la justice, serait impitoyable face à une femme soupçonnée d'avoir tué pour se libérer. Dans le même temps, au Spoon, l'ambiance était lourde. Barr, Marceau et Basile échangeaient des regards inquiets, conscients que leur ami se trouvait désormais au cœur d'une tempête judiciaire. Ils repensaient à son arrivée, à la manière dont elle s'était effondrée dans les bras d'Audrey, comme si elle avait laissé derrière elle une partie d'elle-même. L'idée qu'Erika puisse être coupable leur semblait insupportable, presque inconcevable. Audrey, elle, tentait de rassurer tout le monde, mais l'inquiétude transparaissait dans ses gestes. Elle connaissait trop bien les mécanismes de la peur pour ignorer ce qu'Erika avait traversé. Pourtant, même la compassion la plus sincère ne pouvait effacer la question qui planait dans l'air. Jusqu'où peut-on aller pour survivre? Au commissariat, Karim reçut de nouvelles informations issues de l'enquête de voisinage. Certains témoins parlaient de cris étouffés, d'allées et venues inhabituelles autour de l'appartement de Mathieu. D'autres affirmaient n'avoir rien remarqué, comme si le drame s'était déroulé dans un huis clos parfait. Ces témoignages contradictoires accentuaient la tension. Plus l'enquête avançait, plus la vérité semblait se fragmenter. À ce moment-là, Karim comprit que cette affaire ne se limiterait pas à des faits bruts. Elle toucherait à la morale, à la perception de la violence, à la capacité de comprendre la peur d'autrui. Il observait Erika à travers la vitre de la salle d'interrogatoire, se demandant si la justice saurait faire la part entre l'instinct de survie et l'irréparable. Dans un autre coin de la ville, Aaron tentait de noyer sa propre humiliation dans un silence pesant. La soirée avec Marion l'avait laissé vidé, presque honteux. Les mots qu'elle lui avait envoyés résonnaient encore dans sa tête, comme une sentence cruelle. Il était trop sombre, trop lourd, pas assez divertissant. Cette blessure invisible s'ajoutait à une série d'échecs qu'il n'osait plus compter. C'est alors que la rencontre avec Vera avait pris une tournure inattendue. Aaron, encore fragile, avait accepté de la suivre sans vraiment réfléchir. Lorsqu'elle était partie en lui laissant de l'argent,
il avait ressenti un mélange de colère et de dégoût. Ce geste, aussi bref qu'humiliant, avait ébranlé ce qui lui restait de fierté. Il se retrouvait face à une image de lui-même qu'il n'avait jamais envisagée, celle d'un homme réduit à un rôle qu'il n'avait pas choisi. Pendant ce temps, au lycée, les tensions continuaient de s'accumuler. Diane ne manquait jamais une occasion de provoquer Violette, soulignant avec une cruauté presque innocente la proximité grandissante entre Esmé et Bastien. Ces piques, lancés comme des jeux d'adolescents, laissaient pourtant des traces profondes. Violette, blessée mais déterminée à ne rien montrer, se murait dans un silence de plus en plus inquiétant. À cet instant précis, tout semblait converger vers une même question. Comment gérer la violence, qu'elle soit physique, psychologique ou émotionnelle? À travers l'enquête de Karim et Sarah, la chute d'Aaron et les conflits au lycée, une même fragilité humaine se dessinait, prête à éclater à la moindre pression supplémentaire. La nuit avançait, et avec elle l'impression que rien ne serait plus jamais simple. Le meurtre de Mathieu avait ouvert une brèche, révélant des failles que chacun tentait désespérément de masquer. Et tandis que les policiers poursuivaient leur travail, une certitude s'imposait lentement. La vérité, lorsqu'elle éclaterait, ferait bien plus de dégâts que le silence. La nuit s'étirait au commissariat comme une attente sans fin. Les couloirs semblaient plus étroits, l'air plus lourd, et chaque pas résonnait avec une intensité presque oppressante. Erika restait assise, les mains jointes, le regard parfois perdu dans un point invisible. À mesure que les heures passaient, la fatigue révélait ce que la peur avait longtemps contenu, une fragilité à vif, prête à se fissurer au moindre mot de travers. Karim revenait sans cesse aux mêmes questions, non par acharnement, mais parce qu'il cherchait une cohérence que les faits refusaient encore d'offrir. Il savait que la vérité ne se livrait jamais d'un bloc, elle se laissait approcher par touches successives, par ces silences qui en disent parfois plus que les aveux. Face à Erika, il adoptait un ton mesuré, presque doux, conscient que la brutalité pourrait refermer définitivement toute porte. À ce moment-là, Erika évoqua les dernières minutes passées dans l'appartement. Sa voix se faisait plus basse, comme si les murs pouvaient encore l'entendre. Elle parlait du regard de Mathieu lorsqu'il avait compris qu'elle ne dormait pas, de cette lueur mêlée de surprise et de colère qui l'avait glacée. Elle racontait aussi la confusion, la course, l'adrénaline qui brouille les souvenirs. Rien n'était net, tout se superposait, laissant place à des zones d'ombre qu'elle-même peinait à éclairer. Sarah écoutait attentivement, sensible à la dimension humaine de ce récit. Elle percevait le combat intérieur d'Erika, l'envie de se défendre, de clamer son innocence, et la culpabilité diffuse d'avoir survécu là où un autre avait trouvé la mort. Dans ses notes, Sarah soulignait les hésitations, les pauses, non comme des contradictions, mais comme des traces de traumatisme. Dans le même temps, l'appartement de Mathieu continuait de livrer ses secrets. Les techniciens relevaient chaque indice avec une précision méticuleuse. Le couteau, laissé près du corps, semblait presque trop visible, comme si quelqu'un avait voulu qu'on le trouve. Karim ne pouvait s'empêcher de penser que cette évidence cachait peut-être une manipulation plus subtile, un geste destiné à orienter les soupçons. Au Spoon, la nuit n'apportait aucun apaisement. Bar fermait le bar plus tôt que d'habitude, l'esprit envahi par des images qu'il n'arrivait pas à chasser. Il revoyait Erika, son arrivée, ses tremblements, cette impression qu'elle fuyait quelque chose de bien plus grand qu'elle. Audrey, elle, tentait de garder une façade rassurante, mais ses mains trahissaient une nervosité persistante. Elle se demandait si appeler la police avait suffi, si elle aurait pu faire davantage. Pendant ce temps, Aaron errait dans la ville, incapable de rentrer chez lui. L'humiliation subie plus tôt ne cessait de le ronger, se mêlant à une colère sourde contre lui-même. Il repensait à cette enveloppe laissée par Vera, symbole d'un malentendu cruel qui avait fissuré son estime personnelle. Cette nuit-là, il se sentait invisible, comme si sa douleur n'avait pas sa place dans un monde déjà saturé de drames. À cet instant-là, Karim reçut un appel décisif. De nouveaux éléments confirmaient que Mathieu avait préparé sa fuite depuis des semaines. Des réservations, des documents, tout indiquait un plan mûrement réfléchi. Cette découverte modifiait la lecture de l'affaire. Le meurtre n'était peut-être pas l'acte impulsif qu'il semblait être, mais l'aboutissement d'une spirale de contrôle et de peur. Face à Erika, Karim posa alors une question simple, presque désarmante. Avait-elle craint pour sa vie? Elle releva lentement la tête, et pour la première fois, son regard se planta dans le sien avec une intensité nouvelle. Elle ne répondit pas immédiatement. Le silence s'installa, lourd, chargé d'une vérité qui ne demandait qu'à émerger. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut d'une voix brisée, mais ferme, elle avait cru mourir. Cette confession changeait tout. Elle ne désignait pas un coupable, mais elle éclairait l'état d'esprit d'une femme poussée dans ses retranchements.
Sarah échangea un regard avec Karim, consciente que la ligne entre la légitime défense et l'irréparable était plus fine que jamais. À ce moment précis, l'enquête prenait une tournure plus intime, presque morale. Il ne s'agissait plus seulement de savoir qui avait poignardé Mathieu, mais de comprendre jusqu'où la peur peut transformer un être humain. Et tandis que la nuit avançait, une certitude s'imposait. La réponse, quelle qu'elle soit, laisserait des traces profondes, bien au-delà des murs du commissariat. La pression judiciaire s'intensifiait à mesure que l'aube approchait. Au commissariat, la fatigue commençait à se lire sur les visages, mais personne n'osait ralentir le rythme. Karim savait que les premières heures étaient décisives. C'est souvent là que l'enquête bascule, soit vers une évidence trompeuse, soit vers une vérité plus dérangeante encore. Et dans cette affaire, tout semblait conçu pour induire en erreur. Erika fut convoquée à nouveau. Cette fois, l'atmosphère n'avait plus rien de bienveillant. Les questions devenaient plus précises, presque chirurgicales, cherchant à combler les zones floues de son récit. À chaque réponse, elle sentait la suspicion se refermer autour d'elle, comme un étau invisible. Elle avait beau répéter qu'elle avait fui pour survivre, le doute persistait, nourri par l'image obsédante du corps de Mathieu. À cet instant-là, Sarah tenta d'introduire une nuance. Elle rappela que les victimes de séquestration présentent souvent des souvenirs fragmentés, que la peur altère la perception du temps et des gestes. Mais face aux éléments matériels, ces considérations humaines semblaient parfois dérisoires. L'arme du crime, retrouvée à proximité, restait un symbole lourd, presque accablant. Dans le même temps, Karim examinait de près les contradictions apparentes. Il notait que certaines blessures sur le corps de Mathieu ne correspondaient pas à une attaque improvisée. Il y avait une violence concentrée, répétée, qui laissait penser à un affrontement plus long qu'un simple geste de défense. Cette observation le troublait, car elle ne collait pas entièrement avec l'image d'Erika terrorisée, fuyant dans la nuit sans se retourner. Pendant ce temps, Roxane poursuivait son travail de l'ombre, analysant les données numériques de Mathieu. Des échanges récents, des recherches sur des itinéraires, des achats inhabituels. Tout indiquait un homme déterminé à disparaître, quitte à forcer le destin. Cette obsession du contrôle, révélée par les écrans, renforçait l'idée d'un piège soigneusement préparé. Mais elle ne répondait pas à la question centrale, qui avait porté les coups fatals. Au Spoon, la tension montait également. Barr tentait de maintenir une apparence de normalité, mais chaque client semblait poser la même question avec les yeux. L'affaire faisait déjà le tour de la ville, nourrie par des rumeurs plus rapides que les faits. Audrey craignait que l'opinion publique ne se retourne contre Erika, avant même que la justice ne se prononce. Elle connaissait trop bien la cruauté des jugements hâtifs. À ce moment-là, un témoignage inattendu vint troubler l'équilibre précaire de l'enquête. Un voisin affirma avoir entendu une dispute violente, suivie d'un silence brutal, bien après l'heure à laquelle Erika disait avoir quitté l'appartement. Cette déclaration fit l'effet d'une onde de choc. Si elle était avérée, elle remettait en cause la chronologie, et avec elle, la crédibilité du récit d'Erika. Karim sentit le poids de la responsabilité s'alourdir. Il devait décider s'il fallait placer Erika en garde à vue prolongée, au risque de briser définitivement une femme déjà traumatisée. Sarah, partagée, craignait que cette mesure n'apparaisse comme une condamnation anticipée. Mais la justice exigeait des réponses, et le temps jouait contre eux. Dans un autre coin de la ville, Aaron tentait de reprendre pied après la nuit la plus humiliante de sa vie. Il se demandait comment il avait pu se retrouver dans cette situation, réduit à un rôle qu'il n'avait jamais voulu endosser. Sa solitude résonnait étrangement avec celle d'Erika, deux destins différents, mais une même sensation d'être piégé par le regard des autres. À cet instant précis, Karim prit une décision lourde de conséquences. Il ordonna la poursuite des investigations sans relâche, convaincu que la vérité se cachait dans ces contradictions apparentes. Il savait que chaque choix allait façonner le destin d'Erika, et peut-être le sien. L'affaire Mathieu Bouvard n'était plus seulement un dossier criminel, elle devenait un révélateur brutal des limites entre peur, violence et justice. La matinée s'ouvrit sur une tension nouvelle, presque électrique. Au commissariat, chacun sentait que l'enquête venait d'entrer dans une zone instable, celle où les certitudes se fissurent et où un détail peut renverser toute une construction logique. Karim avançait avec prudence, conscient que la moindre erreur d'interprétation pouvait enfermer un innocent dans une vérité fabriquée. Erika, toujours sous le poids des soupçons, semblait se refermer sur elle-même. Les heures passées à répondre aux questions avaient érodé ce qui lui restait de résistance. Elle ne pleurait plus, comme si les larmes avaient cessé d'avoir un sens. À la place, un mutisme inquiet s'installait, donnant l'impression qu'elle se préparait à accepter l'inacceptable. Sarah percevait ce basculement et tentait de maintenir un lien, une présence humaine au milieu de la machine judiciaire.
Pendant ce temps, Roxane fit émerger un élément troublant. En recoupant les données numériques de Mathieu, elle découvrit des échanges récents avec un contact jusque-là ignoré, dissimulé sous un pseudonyme anodin. Les messages évoquaient une rencontre tendue, des reproches à peine voilés, et surtout une menace implicite. Rien de suffisamment clair pour désigner un coupable, mais assez pour ouvrir une brèche dans le scénario dominant. À cet instant-là, Karim comprit que la piste Erika ne pouvait plus être la seule. Il convoqua son équipe, insistant sur la nécessité de vérifier chaque relation de Mathieu, chaque conflit latent. L'image de l'homme obsessionnel se nuançait. Derrière la façade du contrôleur amoureux, apparaissait quelqu'un qui avait peut-être accumulé plus d'ennemis qu'on ne l'imaginait. Dans le même temps, le témoignage du voisin continuait de semer le doute. Les enquêteurs retournèrent sur place, réexaminant l'environnement, les horaires, les habitudes du quartier. Un détail, jusque-là négligé, attira l'attention. Une porte d'immeuble qui claquait tard dans la nuit, bien après la fuite supposée d'Erika. Ce bruit, banal en apparence, remettait en question la chronologie officielle. Au Spoon, l'atmosphère était lourde de non-dits. Barr sentait que l'affaire glissait vers quelque chose de plus sombre, et que la ville se préparait déjà à juger. Les regards se faisaient insistants, parfois accusateurs. Audrey, malgré sa détermination, craignait que l'opinion publique n'écrase Erika avant même que la vérité n'émerge. Elle se demandait si, en la recueillant cette nuit-là, elle n'avait pas, sans le vouloir, précipité les soupçons. À cet instant précis, Karim prit un risque calculé. Il ordonna de vérifier les alibis des personnes en contact avec Mathieu dans les heures précédant sa mort. Cette décision, discrète mais lourde de conséquences, ouvrait la porte à un premier retournement. Si un autre protagoniste se trouvait impliqué, même indirectement, toute la lecture du drame serait bouleversée. De son côté, Aaron tentait de retrouver une forme de dignité. La nuit précédente l'avait laissé amer, mais elle lui avait aussi révélé une faille qu'il ne pouvait plus ignorer. Il comprenait désormais à quel point le regard des autres pouvait détruire, réduire quelqu'un à une caricature injuste. Cette prise de conscience résonnait étrangement avec l'affaire d'Erika, comme un miroir cruel des jugements hâtifs. Au commissariat, Sarah fit part à Karim d'un malaise persistant. Elle sentait que la vérité se trouvait ailleurs, dans ces zones grises où la peur, la colère et les intérêts personnels se croisent. Elle redoutait que la pression médiatique ne force une conclusion prématurée, sacrifiant la complexité humaine au profit d'une réponse rapide. La journée avançait, et avec elle l'impression que le dossier Mathieu Bouvard échappait à toute lecture simple. Chaque nouvel élément ajoutait une couche de doute, rendant la frontière entre coupable et victime de plus en plus floue. Et tandis que les enquêteurs s'enfonçaient dans ces méandres, une certitude s'imposait, la vérité, lorsqu'elle surgirait, ne ressemblerait à aucune des hypothèses initiales. La tension atteignait un point de rupture. Au commissariat, chacun avançait comme sur un fil, conscient que le moindre faux pas pouvait faire basculer l'affaire dans l'irréparable. Karim sentait cette pression lui peser sur les épaules, plus lourde que lors de nombreuses enquêtes précédentes. Il ne s'agissait plus seulement de résoudre un meurtre, mais de décider du sort d'une femme déjà brisée par la peur. Erika attendait, enfermée dans un silence presque hostile. Plus le temps passait, plus elle avait l'impression d'être figée dans un entre-deux, ni tout à fait libre, ni officiellement accusée. Chaque bruit de pas dans le couloir la faisait sursauter. Elle revoyait sans cesse le visage de Mathieu, ses paroles, ses gestes, et cette dernière image insoutenable qui se confondait avec la panique de la fuite. Dans son esprit, la frontière entre ce qu'elle avait fait et ce qu'elle avait cru faire se brouillait dangereusement. À ce moment-là, Karim reçut les résultats complémentaires de l'analyse de la scène de crime. Certains éléments confirmaient désormais une lutte plus complexe qu'il n'y paraissait au premier regard. Les traces, les positions, les indices matériels suggéraient la présence d'une autre personne, ou du moins d'un moment de confrontation qui ne collait pas entièrement avec le récit d'une agression unique et désordonnée. Cette hypothèse, encore fragile, suffisait néanmoins à ébranler l'accusation implicite qui pesait sur Erika. Dans le même temps, Roxane parvint à identifier le mystérieux contact caché dans le téléphone de Mathieu. Derrière ce pseudonyme se dessinait une relation tendue, faite de reproches et de rendez-vous avortés. Rien n'était encore formel, mais ce fil invisible offrait une alternative crédible au scénario initial. Karim sentit que l'enquête changeait subtilement de direction, comme si la vérité refusait obstinément d'être enfermée dans une version trop simple. Sarah, de son côté, observa le changement d'attitude de son collègue. Elle comprit qu'un retournement était en marche, même s'il restait fragile et contestable. Elle s'autorisa alors à poser la question que tous évitaient depuis le début, et si Erika n'avait pas été seule cette nuit-là? Cette interrogation, prononcée presque à voix basse, résonna comme un coup de tonnerre.
À cet instant précis, l'enquête prenait une dimension nouvelle. Les soupçons se déplaçaient lentement, laissant apparaître un réseau de tensions et de conflits autour de Mathieu, bien plus large que ce que son obsession pour Erika laissait supposer. Karim comprit que l'homme avait peut-être sous-estimé la portée de ses propres actes, accumulant rancœur et menaces sans jamais mesurer le danger réel. Au Spoon, Bar ressentait confusément que quelque chose était en train de changer. Les conversations, jusque-là pleines de doutes et de jugements, se faisaient plus prudentes. Comme si la certitude de la culpabilité d'Erika se fissurait peu à peu, laissant place à une attente inquiète. Audrey, elle, gardait l'espoir que la vérité finirait par émerger, même si le prix à payer semblait déjà trop élevé. Pendant ce temps, Aaron tentait de reprendre le contrôle de sa vie. L'humiliation subie avait laissé une trace durable, mais elle l'avait aussi confronté à sa propre vulnérabilité. Il se demandait s'il n'avait pas, lui aussi, été prisonnier d'une image, d'un rôle imposé par les autres. Cette réflexion intime faisait écho, sans qu'il le sache, au combat silencieux d'Erika pour être enfin entendu. À mesure que la journée avançait, les masques commençaient à se fissurer. Les certitudes se transformaient en hypothèses, et les hypothèses en doutes. Karim savait que le moment décisif approchait, celui où il faudrait confronter les faits à une vérité plus complexe, plus inconfortable. Et dans cette attente tendue, une seule chose était sûre, quoi qu'il arrive, personne ne sortirait indemne de cette affaire. La vérité n'arriva pas comme une révélation brutale, mais comme une lente déchirure. Au commissariat, l'atmosphère avait changé. Moins de tension visible, mais davantage de gravité. Karim savait que l'enquête touchait à sa fin, non parce que toutes les réponses étaient simples, mais parce que les pièces du puzzle refusaient désormais de mentir. Il y avait, dans ce dossier, trop d'angles morts pour se satisfaire d'un coupable tout désigné. Erika fut appelée une dernière fois. Elle entra dans la salle d'audition avec cette lassitude de ceux qui ont trop attendu. Son regard n'était plus fuyant, il portait la fatigue d'une femme qui n'espérait plus être comprise, seulement jugée avec équité. Karim prit la parole avec une retenue inhabituelle. Il lui expliqua que de nouveaux éléments avaient modifié la lecture des faits, que la scène de crime révélait une complexité incompatible avec un geste isolé commis dans la panique. À cet instant-là, Erika sentit quelque chose se relâcher en elle. Pas un soulagement franc, mais une fissure dans le mur d'angoisse qui l'entourait depuis sa fuite. Elle raconta une dernière fois ce qu'elle se souvenait, la peur, la confusion, la certitude d'être en danger. Elle admit aussi ce qu'elle n'arrivait pas à nommer, ce trou noir, ce moment suspendu où elle ne savait plus exactement ce qui s'était passé après sa tentative d'évasion. Cette honnêteté, douloureuse mais sincère, acheva de convaincre Sarah que la vérité ne pouvait pas être aussi tranchée qu'un simple aveu. Dans le même temps, l'identité du contact mystérieux de Mathieu prit enfin forme. Les échanges mis au jour révélaient un conflit latent, nourri de menaces et de rendez-vous manqués. Sans tout expliquer, cette piste suffisait à démontrer que Mathieu n'était pas seulement l'homme obsédé par Erika, mais aussi quelqu'un pris dans un engrenage plus large de tension et de rancœur. Le meurtre cessait alors d'être l'aboutissement d'une seule relation toxique, il devenait le point de rupture d'un équilibre déjà fragile. Karim prit sa décision avec une gravité silencieuse. Erika ne serait pas désignée comme coupable sur la seule base de soupçons et de peurs projetées. La justice, cette fois, devait accepter le doute, reconnaître la complexité d'un drame où la victime et la survivante semblaient presque interchangeables dans leur humanité brisée. Cette décision n'effaçait rien, ni la mort de Mathieu, ni le traumatisme d'Erika. Mais elle refusait d'ajouter une injustice à une tragédie. Lorsqu'Erika quitta le commissariat, le jour était déjà bien avancé. La lumière avait quelque chose de presque irréel, comme si le monde continuait malgré tout. Elle inspira profondément, consciente que sa liberté retrouvée n'avait rien d'un retour à la normale. Elle porterait longtemps en elle les traces de cette nuit, de cette peur, de cette question qui continuerait de la hanter. Aurait-elle pu agir autrement? Au Spoon, l'ambiance était différente. Bar observait Erika de loin, cherchant à comprendre ce que les mots ne pouvaient plus expliquer. Audrey s'approcha sans rien dire, offrant simplement une présence, un geste discret mais essentiel. La solidarité silencieuse du lieu contrastait avec la violence des heures précédentes. Ici, personne ne demandait de compte, chacun savait que certaines blessures ne se racontent pas. Pendant ce temps, Aaron, encore marqué par sa propre humiliation, croisait Erika sans vraiment la voir. Pourtant, quelque chose résonnait entre eux. Cette sensation d'avoir été réduit à une image fausse, à un rôle imposé par les circonstances. Sans se parler, ils partageaient une même fatigue morale, celle de ceux que la vie a poussés dans un coin trop étroit. Au lycée, les tensions semblaient presque dérisoires face à ce qui venait de se jouer.
Diane, Violette, Esmé et Bastien continuaient de se heurter, mais une forme de retenue nouvelle s'installait. Comme si le drame des adultes avait laissé une empreinte diffuse, rappelant que certaines limites ne doivent pas être franchies. Karim et Sarah, enfin seuls quelques instants, mesurèrent le poids de cette affaire. Ils savaient que la vérité judiciaire ne coïncidait jamais parfaitement avec la vérité humaine. Cette enquête leur laissait un goût amer, celui d'avoir fait au mieux, sans pouvoir réparer l'irréparable. Sarah confia à Karim qu'elle craignait toujours le regard de la ville, plus prompt à juger qu'à comprendre. Karim acquiesça, conscient que leur rôle s'arrêtait là où commençait celui de la société. La mort de Mathieu Bouvard laissait derrière elle un champ de ruines invisibles, une femme marquée à jamais, une ville confrontée à ses propres jugements, et des certitudes brisées sur la frontière entre victimes et coupables. Rien ne serait totalement refermé. Mais dans ce désordre, une chose subsistait. La conviction que survivre, parfois, n'est ni héroïque ni condamnable. C'est simplement humain.